et merci de cette invitation. D'abord, j'ai une vidéo pour qu'est-ce que le franchise, et puis je vais parler sur le droit de la franchise en Australie et un peu en France. Many franchises, like 7-Eleven and Hungry Jack's, will be well known to you, but you might be surprised to find others, like IKEA and Hilton Hotels, are franchises too. Australia has about 1,200 franchisors and over 70,000 franchisees. So how does it work? A franchisor develops a business, irons out the bugs, clones it, then appoints franchisees. The franchisees get a license for a fixed term and sometimes a specific territory. Franchisees pay an upfront fee of say $50,000, and once they get going they pay a monthly royalty and other levies. Franchisors provide ongoing support. At the end of the term, the franchisee has no right to continue trading. This is just like when we take a lease on an apartment. We have no right to stay when the lease expires. There is some protection for franchisees. Franchisors need to comply with the Franchising Code of Conduct. 14 days before you commit, the franchisor will give you a disclosure document and various other documents so you can do due diligence. That's homework. Due diligence can be tricky. For instance, there's no franchise register in Australia, and it's hard to find out who's in the franchisor's network of companies. A franchisor might be run by a trust, so it's also hard to find whether someone dodgy's behind that trust. Due diligence is a snapshot of now. The concept might be a fad, like cupcakes. As a franchisee, you'll need to be confident that the franchisor will reinvent the brand before the fad fades. All the literature recommends exhaustive due diligence, but that might not be possible. A third of franchisors start franchising before they've been operating for 12 months. They're not really selling a proven concept. The next point is super important because even some experts aren't aware of its implications. It's important for the franchisee to ask how the money flows between itself and the franchisor. Usually, franchisees receive their customers' money, bank it, then pay the franchisor. However, sometimes the customer's money goes straight to the franchisor's account, then the franchisor pays the franchisee. Franchisees have to work out how they can protect themselves in case their only source of revenue, the franchisor, doesn't pay. It can only take a few days for poor cash flow to destroy a business. A last thing to remember is that the franchisor itself might go under. If this happens, the law offers franchisees no protection. The franchisor's administrator or liquidator owes the franchisees nothing. Their businesses will be evaluated as assets or liabilities and treated accordingly. As for how many franchisors actually succeed or fail, there are no reliable figures. You will have to trust your instincts. I suggest that if you are thinking of becoming a franchisee, you listen to your professional advisors carefully before ditching your day job. If all the ducks line up, you'll find yourself owning a great business. Ok, bon. Comment expliquer les franchises? Une franchise est une alliance stratégique liée par un contrat. Bon, c'est facile. Elle combine des éléments d'intégration et de délégation, de contrôle et d'indépendance, et elle est une structure qui prépare le chemin pour des problèmes de relations et d'engagement sans fin planifié. L'absurdité commerciale pure de ces relations asymétriques pose la question de savoir comment cela a-t-il pu arriver. Maintenant, il faut regarder l'hiérarchie d'une franchise. Le franchiseur ou le franchiseur principal accorde une licence au franchisé pour exploiter des clones de l'activité de détail du franchiseur. À chacun des niveaux, la licence est un contrat type qui donne tout pouvoir
dans cette relation à la partie supérieure et laisse autant de risques que possible dans les mains du franchisé. La plupart des obligations de la partie supérieure sont discrétionnaires. La partie inférieure, le franchisé principal ou le franchisé, a de nombreuses obligations et peu de pouvoir. Le franchisé unitaire d'une franchiseur principal n'a pas de relation contractuelle avec le franchiseur. Et maintenant, des chiffres qui sont un peu anciens en cas de la France, mais les secteurs dans les deux pays sont pareils. Le secteur de la franchise en France a rapporté presque 48 milliards d'euros. Le franchisage a fourni du travail à beaucoup de salariés. 66% des franchisés sont venus au franchisage en quittant un emploi salarié. Et c'est pareil en Australie, mais on n'a pas de chiffres exacts pour l'Australie. Donc ces anciens salariés devenus franchisés avaient un environnement de travail passé immédiat dans lequel ils bénéficient de nombreuses protections légales. En Australie, on a à peu près 11 000 franchiseurs et vous voyez le numéro des franchisés et c'est pareil à point de vue de numéro de gens qui gagnent leur vie dans une franchise. Maintenant, le droit. Le droit contractuel. Le contrat est le ciment qui donne sa solidarité au mécanisme relationnel de la franchise. Le mantra du franchiseur est que les deux parties sont des entrepreneurs et que les franchisés peuvent négocier des conditions pour se protéger. Mais les contrats de franchise ne sont pas négociés pour la plupart. Ils protègent les intérêts du franchiseur. Les contrats de franchise sont des contrats relationnels et ça c'est un contrat particulier en la loi. Le contrat de franchise doit rester incomplet pour donner au franchiseur la liberté de répondre aux changements du marché au cours du temps. Le contrat peut durer à peu près 10 ans, peut-être même 28 ans. 25 ans, c'est longtemps pour développer un système et le monde change beaucoup. Donc le franchiseur doit s'adapter constamment au monde qui change. On présume que les accords du franchise sont rédigés et signés en supposant qu'un franchiseur contrôle son propre avenir et qu'il est bien motivé, prospère, honnête et sauvable. Ceci n'est pas toujours le cas. Les franchisés peuvent-ils se protéger contre les conséquences du comportement exploité, négligent, frauduleux ou criminel d'un franchiseur malhonnête en négociant simplement mieux les contrats? La réponse immédiate est non. L'environnement d'une franchise et de son franchiseur est en constante mutation. Le franchiseur peut être aggloméré par une autre entreprise, peut s'inscrire comme une société anonyme après que les franchisés se soient engagés. Et évidemment, après qu'ils ont signé le contrat. L'environnement dans lequel le franchisé commence à opérer n'est déjà plus celui qu'il a considéré lors de la signature du contrat. Donc, le droit contractuel est-il suffisant? Non. La loi contractuelle a l'impact le plus grand sur les interactions où la liberté de choix,
L'action et la liberté contre l'ingérence sont le plus convoitées. Donc, les franchiseurs résistent à l'intervention législative dans le contrat de la franchise. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant en Australie? Un peu d'histoire d'avant. L'Australie a testé un régime volontaire de dévolution pendant 5 ans à peu près. Dès 1940, il est devenu clair que de nombreux franchiseurs ne se soumettent que partiellement, voire pas du tout, au régime volontaire. En 1998, l'Australie a édicté le Code de conduite de la franchise, code obligatoire, qui est devenu un règlement de la loi. Dans le franchisage en général, ces dispositions prennent la forme soit d'un avant-contrat avec obligation d'information, soit des termes obligatoires dans les accords de franchise, soit les deux. Maintenant, en Australie, le franchiseur doit fournir une divulgation précontractuelle aux franchisés potentiels 40 jours avant de signer le contrat. L'Australie accorde également aux franchisés un délai de réflexion de 7 jours après signature et après ayant payé l'agent pour la franchise pour annuler le contrat. La loi demande aux franchiseurs de fournir une déclaration de solvabilité. Elle fournit également une résolution de conflit par la négociation ou la médiation avant que les deux parties n'aillent au tribunal. En France, les lois de protection de franchisés ne sont pas énormément différentes de l'Australie. La France a la loi Dubin qui oblige les franchiseurs à fournir une divulgation précontractuelle 21 jours avant de signer le contrat. Elle demande aussi une analyse du marché. Selon la loi française, l'information relevée doit être sincère et doit permettre à l'autre partie de signer le contrat en toute connaissance des faits. Mais le pré-contrat avec l'obligation d'information cesse d'être à jour aussitôt que l'accord de franchise est signé. Le franchiseur est libre de changer son système à tout moment et le franchisé ne peut pas prévoir ces changements. L'avant-contrat avec obligation d'information concerne également le franchiseur et l'entreprise que le franchisé achète. Les franchiseurs d'aujourd'hui se retrouvent dans des réseaux complexes dont le franchisé sait peu de choses. Le droit contractuel ne peut pas fournir de solution aux problèmes que les franchisés rencontrent si le franchiseur décide de changer radicalement son activité ou qu'il échoue. L'insolvabilité est un vrai problème parmi les franchiseurs. L'existence d'une grande vague d'échecs de la part des franchiseurs est bien connue des avocats experts dans ce domaine. En France, entre ces deux dates, seulement 42% des réseaux de franchise ont survécu. Les chiffres pour l'Australie ne sont pas meilleurs. Franchisés dans le cas d'insolvabilité des franchiseurs. L'insolvabilité du franchiseur ne donne pas d'habitude aux franchisés la capacité de mettre fin à l'accord de franchise ou au contrat avec des tiers. Le public ne fera pas
de différence entre le franchiseur et les franchisés. Contrairement à un salaire ou un fournisseur, les franchises ont peu de choix. Ils doivent continuer à adhérer à l'accord de franchise et continuer à satisfaire en amont et en aval à leurs obligations contractuelles. Donc, que peut apprendre la Nouvelle-Calédonie de l'expérience d'Australie? Nous, en Australie, nous avons eu 16 enquêtes gouvernementales dans le domaine de la franchise. On n'a pas encore arrivé à une bonne solution pour régler la franchise. Je crois que le règlement devrait fournir une protection efficace contre les risques sérieux et les menaces que des franchisés en tant que consommateurs d'affaires ne peuvent pas entreprendre en tant qu'individus. Il devrait exister une réparation accessible, opportune et significative lorsque le consommateur a subi un préjudice. En ce qui concerne la réglementation de la franchise, je suggère à la Nouvelle-Calédonie ce qui suit: 1. Une divulgation précontractuelle. 2. Divulguer leur réseau complet inclut l'identité de toutes les entités juridiques du franchiseur et le rôle de chacune. 3. Exiger du franchiseur d'enregistrer le document de divulgation et des copies de l'accord sur une base de données librement accessible. Ceci fournit ainsi des données aux législateurs et aux conseillers. 4. Étudier une façon de fournir une véritable protection aux franchisés une fois que l'accord a été signé et l'activité établie. Ceci pourrait se faire en étendant les exigences de gouvernance. 5. Lors d'un litige implique une franchise domiciliée en Nouvelle-Calédonie, exiger qu'une résolution de conflit soit d'abord tentée localement en Nouvelle-Calédonie, pas en France, évidemment, c'est trop loin. 6. Prévoir des droits de sortir explicites pour les franchisés lorsque les franchiseurs ont les franchiseurs principaux ou les franchiseurs principaux remplissent certains critères, par exemple insolvabilité, activité criminelle. En effet, il est possible que l'entreprise de franchisé puisse fonctionner indépendamment du franchiseur si celui-ci est amené à disparaître. Et puis c'est tout.